Et si les médicaments les plus puissants que vous n'avez jamais essayés ne se trouvaient pas dans une pharmacie, mais dans votre jardin, sur votre rebord de fenêtre ou dans l'épicerie du coin? Pendant des siècles, avant les laboratoires pharmaceutiques, avant les ordonnances médicales, avant les pilules blanches emballées dans des boîtes en plastique, les êtres humains guérissaient leurs maux avec ce que la terre leur donnait: des plantes, des racines, des fleurs, des graines. Et aujourd'hui, la science commence enfin à rattraper ce que nos arrière-grands-mères savaient déjà, que certaines plantes ne font pas que soulager les symptômes, elles s'attaquent à la racine même du problème. Dans chaque culture sur cette planète, des guérisseuses amazoniennes aux sages-femmes bretonnes, des médecins de la Chine ancienne aux herboristes des Alpes suisses, les plantes ont été la première pharmacie de l'humanité. Et pas par ignorance, par observation, précision et transmission orale d'une génération à l'autre pendant des millénaires. Ce que nous appelons aujourd'hui médecine alternative, nos ancêtres l'appelaient simplement se soigner. Aujourd'hui, je vais vous partager 20 recettes de remèdes, maison à base de plantes, pour une guérison naturelle. Des recettes utilisées depuis des générations, validées par des siècles de tradition et de plus en plus confirmées par la recherche moderne. Des recettes que vous pouvez préparer chez vous, avec des ingrédients simples, sans équipement sophistiqué. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le remède numéro 14 est une préparation ancienne utilisée par les guerriers romains sur les champs de bataille pour refermer les plaies en quelques heures, là où les médecins militaires modernes n'avaient rien d'autre. Et le numéro 19 est une boisson préparée à partir d'une racine ordinaire qu'un médecin a donnée à ses patients diabétiques en remplacement partiel de la metformine, avec des résultats publiés dans une revue médicale de référence. Abonnez-vous maintenant, car chaque semaine nous publions de nouvelles vidéos qui relient la sagesse ancestrale des plantes à ce que votre corps est réellement conçu pour guérir. C'est parti. Voici 20 remèdes, maison à base de plantes pour une guérison naturelle, classés du plus remarquable au plus absolument extraordinaire. Numéro 1. Le gingembre contre les nausées et les douleurs inflammatoires. Le gingembre est probablement la plante médicinale la plus étudiée et la mieux documentée au monde. Et pourtant, la plupart des gens ne l'utilisent que comme épice dans la cuisine. Erreur monumentale. La racine de gingembre contient 2 composés actifs majeurs: le gingérol à l'état frais et le shogaol quand elle est séchée ou chauffée. Ces 2 molécules inhibent les mêmes enzymes inflammatoires que l'ibuprofène, les enzymes COX-1 et COX-2, sans les effets secondaires gastro-intestinaux que les anti-inflammatoires chimiques provoquent souvent. Des études publiées dans des revues médicales comme Phytotherapy Research ont montré que le gingembre frais réduit les nausées de grossesse de manière aussi efficace que le diménhydrinate, le médicament antiémétique le plus prescrit en Europe. Et en plus des nausées de grossesse, le gingembre est efficace contre les nausées post-opératoires et les nausées induites par la chimiothérapie, ce qui en fait l'une des plantes les plus polyvalentes dans la gestion des effets secondaires médicaux. Pour préparer ce remède, râpez une cuillère à café de gingembre frais, ajoutez-la dans une tasse d'eau bouillante, laissez infuser 10 minutes, filtrez et ajoutez un peu de miel brut. Pour les douleurs articulaires ou musculaires chroniques, préparez une pâte avec du gingembre râpé et de l'huile de coco, appliquez-la directement sur la zone douloureuse, couvrez d'un linge chaud et laissez agir 20 minutes. Vous pouvez aussi intégrer 3 à 5 grammes de gingembre en poudre dans votre alimentation quotidienne simplement en l'ajoutant au plat, au smoothie ou aux vinaigrettes. Le résultat sur l'inflammation de fond est souvent perceptible après 2 semaines de consommation régulière. Numéro 2. La camomille contre l'insomnie et l'anxiété. La camomille est l'une des plantes les plus anciennes utilisées comme calmant naturel. Les Égyptiens de l'Antiquité la consacraient au dieu solaire Ra et l'utilisaient pour traiter les fièvres,
et les états agités. Les Romains la buvaient avant les batailles pour calmer les nerfs. Les herboristes médiévaux en tapissaient les sols des hôpitaux monastiques, car son parfum à lui seul était considéré comme apaisant. Ce qui rend la camomille exceptionnelle, c'est un flavonoïde appelé apigénine, qui se lie aux mêmes récepteurs cérébraux que les benzodiazépines, ces médicaments anxiolytiques très puissants, souvent associés à une dépendance physique. La différence fondamentale? L'apigénine produit un effet calmant, sans engendrer de dépendance, sans provoquer de somnolence résiduelle le matin et sans altérer les cycles du sommeil profond. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré que les patients souffrant d'anxiété généralisée qui prenaient un extrait de camomille pendant 8 semaines ont connu une réduction significative de leurs symptômes, comparée au groupe placebo. La camomille a aussi des propriétés antispasmodiques qui la rendent utile pour les douleurs menstruelles légères, les crampes intestinales et les coliques du nourrisson. Pour préparer ce remède, versez de l'eau bouillante sur 2 cuillères à café de fleurs de camomille séchées, laissez infuser 7 à 10 minutes, filtrez et buvez 30 minutes avant de vous coucher. Pour un effet renforcé et plus durable, combinez la camomille avec quelques feuilles de mélisse fraîches ou séchées, autre plante apaisante au profil complémentaire, et un peu de lavande. Cette triade est souvent appelée l'infusion des âmes tranquilles dans certaines traditions herboristes européennes. Numéro 3. Le curcuma, contre l'inflammation chronique et les douleurs articulaires. Le curcuma est peut-être la plante anti-inflammatoire la plus puissante connue de l'homme. Utilisée depuis 4000 ans en médecine ayurvédique et en médecine traditionnelle chinoise, son principe actif, la curcumine, bloque NF-κB, une molécule qui s'infiltre dans le noyau des cellules et active les gènes responsables de l'inflammation. C'est le même mécanisme moléculaire que ciblent certains médicaments anti-inflammatoires de dernière génération, mais sans leurs risques cardiovasculaires ou rénaux. Des recherches publiées dans la revue Oncogène ont montré que la curcumine est comparable à l'aspirine et à l'ibuprofène dans sa capacité à réduire l'inflammation, et certaines études suggèrent qu'elle pourrait même les surpasser pour les inflammations chroniques de bas grade. Celles qui durent des mois ou des années sans que vous les sentiez vraiment, mais qui endommagent les tissus en profondeur. Le problème classique avec le curcuma est sa faible biodisponibilité naturelle. Il est mal absorbé seul par l'intestin. La solution est simple et connue depuis des millénaires en Inde. Associez-le à de la pipérine, le composé actif du poivre noir. Une pincée de poivre noir augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. 2000%. C'est une des synergies végétales les mieux documentées en phytochimie. Préparez ce qu'on appelle le lait d'or. Mélangez 1 cuillère à café de curcuma en poudre, une pincée généreuse de poivre noir fraîchement moulu, 1 cuillère à café d'huile de coco ou de ghee, et du lait végétal chaud selon votre goût. L'huile est importante. La curcumine est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle a besoin de graisse pour être absorbée. Buvez ce lait d'or le soir pendant 21 jours consécutifs et observez ce qui arrive à vos douleurs articulaires et à votre niveau d'énergie générale. Numéro 4. L'ail contre les infections bactériennes et virales. L'ail est l'un des antibiotiques naturels les plus puissants que la nature ait jamais produits. En 1858, Louis Pasteur lui-même a documenté les propriétés antibactériennes de l'ail dans ses cahiers de laboratoire. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, les médecins militaires britanniques et russes utilisaient l'ail comme antiseptique sur les plaies de guerre quand les antibiotiques manquaient ou étaient épuisés. Le composé actif responsable de tout ça, l'allicine. Elle se forme au moment précis où vous écrasez ou hachez une gousse d'ail fraîche, permettant à 2 composés séparés, l'aline et l'alinase, de se rencontrer et de créer cette molécule antibiotique naturelle. L'allicine est active contre des bactéries résistantes aux antibiotiques, dont le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline.
le redoutable SARM, certains virus respiratoires comme la grippe, et même certains parasites intestinaux comme Giardia. Pour maximiser la puissance de l'ail, écrasez-le ou hachez-le finement. Laissez-le reposer 10 minutes à l'air libre pour permettre à l'allicine de se former pleinement. Puis, consommez-le cru. La chaleur détruit l'allicine. C'est pourquoi l'ail cuit a moins de propriétés médicinales. Une recette simple et très efficace. Une gousse d'ail écrasée, mélangée à une cuillère à café de miel brut, prise une fois par jour le matin à jeun pendant les saisons froides. C'est ce que certains herboristes européens appellent l'antibiotique des pauvres. Et les résultats sur les infections respiratoires légères à modérées sont souvent remarquables en termes de prévention et de récupération. Numéro 5. La lavande contre le stress, les maux de tête et les troubles du sommeil. La lavande est bien plus qu'un parfum agréable pour les armoires. Son huile essentielle contient du linalol et de l'acétate de linalyle, deux composés qui ont démontré des effets significatifs sur le système nerveux central humain. Une étude publiée dans Phytomédecine a montré qu'un extrait de lavande orale standardisé, commercialisé sous le nom Silexane, était aussi efficace que le lorazépam, un anxiolytique de la famille des benzodiazépines, pour réduire l'anxiété généralisée chez des patients adultes, sans effet sédatif ni risque de dépendance. La lavande est aussi l'une des plantes aromatiques les mieux étudiées pour son action par inhalation. Des études d'électroencéphalographie ont montré que l'inhalation d'arômes de lavande augmente les ondes alpha cérébrales, caractéristiques des états de relaxation, en moins de 5 minutes. Pour les maux de tête tensionnels, appliquez 2 gouttes d'huile essentielle de lavande sur les tempes et la base du crâne. Massez doucement en mouvement circulaire lent et allongez-vous 5 à 10 minutes. La plupart des gens ressentent un soulagement notable en moins de 20 minutes. Pour les troubles du sommeil, préparez un sachet en tissu avec des fleurs de lavande séchées. Placez-le sous votre oreiller chaque soir ou ajoutez 5 gouttes d'huile essentielle dans un diffuseur dans votre chambre 30 minutes avant le coucher. Vous pouvez également préparer une infusion avec une cuillère à café de fleurs de lavande séchées dans de l'eau chaude, infusez 5 minutes seulement car un excès peut rendre l'infusion amère. Numéro 6. L'échinacée contre les rhumes et les infections respiratoires. L'échinacée est l'une des plantes immunostimulantes les plus étudiées en médecine phytothérapeutique moderne. Les Amérindiens des Grandes Plaines l'utilisaient depuis des siècles pour traiter les infections, cicatriser les plaies et neutraliser les morsures de serpents venimeux. Ce qui distingue l'échinacée des autres plantes, c'est sa capacité à activer le système immunitaire inné de manière proactive, en augmentant la production et l'activité des macrophages, des cellules dendritiques et des cellules natural killer. Une méta-analyse publiée dans The Lancet Infectious Diseases a analysé 14 études cliniques rigoureuses et conclut que l'échinacée réduisait les chances d'attraper un rhume de 58% et raccourcissait sa durée de 1,4 jours en moyenne. Sur un rhume typique de 7 jours, c'est une réduction de 20% de la durée de la maladie. Pour préparer l'infusion d'échinacée, faites infuser une cuillère à soupe de racines d'échinacée séchées dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes ou utilisez une teinture mère alcoolique achetée en herboristerie. Les parties de la plante les plus actives sont la racine de l'Echinacea purpurea et de l'Echinacea angustifolia. La clé de l'efficacité est de commencer dès les premiers signes de refroidissement. Premier picotement dans la gorge, fatigue soudaine, nez qui commence à couler. L'échinacée est préventive et efficace en début d'infection, pas une fois que l'infection est bien installée depuis plusieurs jours. Numéro 7. Le thym contre la toux et les infections bronchiques. Le thym est une plante que vous avez probablement dans votre cuisine sans réaliser que c'est aussi l'un des expectorants naturels les plus efficaces qui existent dans la nature. Son composé actif principal est le thymol,
un phénol antiseptique puissant qui tue les bactéries sur les muqueuses respiratoires, dissout et liquéfie le mucus épais, facilite son expulsion et réduit l'inflammation des bronches. En Allemagne, pays qui prend la phytothérapie très au sérieux, le thym est officiellement reconnu par la Commission E, l'équivalent allemand de notre agence du médicament, comme traitement des bronchites aiguës et chroniques et des toux irritantes sèches. Des études comparatives entre un sirop de thym standardisé et des sirops antitussifs conventionnels ont montré une efficacité équivalente ou supérieure du thym en termes de réduction de la toux, avec un meilleur profil de tolérance. Pour préparer le sirop de thym maison, faites bouillir une grande poignée de thym frais ou séché dans 1 litre d'eau pendant 20 minutes. Filtrez soigneusement, laissez refroidir jusqu'à 40 degrés, puis incorporez 200 g de miel brut. Jamais ajouter le miel dans l'eau encore bouillante. La chaleur détruit ses enzymes actives. Prenez 2 cuillères à soupe de ce sirop toutes les 4 heures pendant une toux persistante. Ce sirop se conserve au réfrigérateur jusqu'à 2 semaines. Pour les enfants de plus de 2 ans, réduisez à 1 cuillère à café toutes les 4 heures. Ne donnez jamais de miel aux enfants de moins d'1 an. Numéro 8. Le romarin contre les troubles de la mémoire et la fatigue mentale. Le romarin est associé depuis l'Antiquité à la mémoire, au souvenir et à la lucidité. Les étudiants de la Grèce antique portaient des couronnes de romarin pendant leurs examens oraux. Les herboristes médiévaux l'appelaient « l'herbe de la clarté d'esprit ». Et aujourd'hui, la recherche confirme que ces associations n'étaient pas de simples métaphores poétiques. Une étude publiée dans Therapeutic Advances in Psychopharmacology a montré que le simple fait de se trouver dans une pièce où l'arôme de romarin est diffusé améliorait les performances à des tests de mémoire prospective de 75% par rapport à un groupe contrôle dans une pièce sans arôme. Le responsable de cet effet? Le 1,8-cinéol, un composé volatile du romarin qui pénètre dans le flux sanguin par inhalation et inhibe l'acétylcholinestérase, l'enzyme qui dégrade l'acétylcholine dans le cerveau. L'acétylcholine est le neurotransmetteur central de la mémoire, de la concentration et de l'apprentissage. C'est exactement le même mécanisme que cible l'Aricept, l'un des médicaments les plus prescrits contre la maladie d'Alzheimer. Pour utiliser le romarin médicinalement, préparez une infusion avec 2 brins de romarin frais dans une tasse d'eau chaude pendant 10 minutes. Buvez avant une session de travail intense. Vous pouvez également diffuser de l'huile essentielle de romarin pendant vos heures de travail ou d'études, ou simplement froisser une branche de romarin frais entre vos paumes et inhaler directement. Ces méthodes modestes ont des effets mesurables sur la cognition. Numéro 9. L'aloe vera contre les brûlures, les plaies cutanées et les problèmes digestifs. L'aloe vera est l'une des plantes médicinales les plus polyvalentes et les mieux documentées au monde. Elle est cultivée médicinalement depuis au moins 6000 ans, avec des traces d'utilisation dans l'ancienne Égypte, en Mésopotamie, en Chine et dans les civilisations mayas et aztèques. Son gel translucide, épais comme du blanc d'œuf, contient plus de 200 composés biologiquement actifs, dont des polysaccharides, des vitamines A, C et E, des minéraux, des enzymes digestives et des acides aminés essentiels. Pour les brûlures légères et les coups de soleil, l'aloe vera est tout simplement imbattable. Le gel forme une barrière protectrice sur les tissus cutanés lésés, réduit l'inflammation locale, accélère significativement la cicatrisation et calme la douleur par son effet rafraîchissant. Plusieurs études cliniques comparatives ont montré que les patients traités à l'aloe vera guérissaient de leurs brûlures légères en moyenne 4 jours plus tôt que ceux traités avec des crèmes conventionnelles. Pour les troubles digestifs comme le reflux acide, le syndrome de l'intestin irritable ou les inflammations de la muqueuse gastrique, buvez 30 ml de jus d'aloe vera pur à jeun le matin, 20 minutes avant le premier repas. Pour préparer vous-même ce jus,
Coupez une feuille fraîche d'aloe vera à la base, laissez-la s'égoutter verticalement 10 minutes pour éliminer le latex jaune verdâtre sous la peau, puis récupérez uniquement le gel transparent à l'intérieur. Mixez-le avec un peu d'eau froide et quelques gouttes de citron. Le latex jaune, l'aloïne, est un laxatif puissant. Ne l'ingérez pas. Numéro 10. La menthe poivrée contre les maux de tête et les douleurs digestives. La menthe poivrée contient du menthol, un composé qui active les récepteurs TRPM8 dans la peau et les muqueuses, créant une sensation de fraîcheur et de picotement qui interfère avec la transmission des signaux douloureux. C'est le mécanisme exactement derrière les balsams analgésiques, comme le baume du tigre ou les pansements à la menthe. Pour les maux de tête tensionnels, une étude contrôlée randomisée publiée dans Céphalalgia, la référence mondiale en céphalologie, a montré qu'une solution à 10% d'huile essentielle de menthe poivrée appliquée sur le front et les tempes était aussi efficace que 1000 mg de paracétamol pour soulager les maux de tête d'intensité légère à modérée. Préparez votre propre roll-on analgésique maison. Mélangez 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans 10 ml d'huile végétale de jojoba ou d'amande douce, transvasez dans un flacon roll-on en verre et appliquez sur les tempes, le front et la base du crâne dès les premiers signes de tension. Pour les crampes digestives, les nausées de transport et les douleurs intestinales du syndrome de l'intestin irritable, préparez une infusion avec 10 à 15 feuilles de menthe fraîche. Dans de l'eau frémissante, attendez 8 minutes. Filtrez et buvez lentement après les repas. Des gélules gastro-résistantes d'huile essentielle de menthe ont même montré dans des essais cliniques une efficacité significative contre les crampes du côlon irritable. Numéro 11. La valériane contre l'insomnie sévère et les troubles anxieux. La valériane est souvent appelée le Valium de la nature, et pas sans raison scientifique. Ses racines contiennent plusieurs classes de composés actifs, dont l'acide valérénique, les valépotriates et les isovalérates, qui augmentent collectivement les niveaux d'acide gamma-aminobutyrique dans les synapses cérébrales. Le GABA est le neurotransmetteur inhibiteur principal du cerveau, celui qui calme l'activité neuronale excessive et favorise la transition vers le sommeil. Les médicaments benzodiazépines agissent sur les mêmes récepteurs GABA, mais de manière beaucoup plus puissante et non sélective, ce qui explique leur risque de dépendance. La valériane agit plus doucement sur ce même système, sans engendrer de tolérance ni de dépendance physique. Différentes méta-analyses ont conclu que la valériane améliore significativement la latence d'endormissement, la qualité du sommeil profond et la récupération subjective au réveil, sans les effets secondaires des somnifères chimiques comme la somnolence résiduelle ou le rebond d'insomnie. Pour préparer la tisane de valériane correctement, contrairement aux autres plantes, faites tremper une cuillère à soupe de racines séchées dans de l'eau froide pendant 8 heures, puis chauffez la préparation doucement sans jamais la faire bouillir. L'ébullition détruit certains principes actifs volatiles. Filtrez et buvez 30 à 45 minutes avant de vous coucher. Sachez que la valériane a une odeur caractéristique très forte, parfois décrite comme du fromage fermenté ou des chaussettes oubliées. C'est normal et attendu. Ces effets optimaux peuvent prendre plusieurs jours de prise régulière avant de se manifester pleinement. Numéro 12. La sauge contre les sueurs nocturnes et les troubles hormonaux féminins. La sauge est la grande alliée des femmes en période de transition hormonale, que ce soit lors de la périménopause, de la ménopause, ou lors de déséquilibres menstruels liés aux variations estrogéniques. Elle a été utilisée depuis l'Antiquité romaine et grecque pour ses indications précises. Dioscoride, le père de la pharmacopée antique, la recommandait explicitement pour réguler les menstruations et stabiliser les températures corporelles. La sauge contient des phytoestrogènes, des composés végétaux qui imitent légèrement les estrogènes dans l'organisme, ainsi qu'un diterpenol, appelé salvine, qui agit directement sur les centres de thermorégulation hypothalamique.
Une étude clinique suisse rigoureuse, publiée dans Advances in Therapy, a montré que les femmes en périménopause, qui prenaient un extrait standardisé de sauge pendant 8 semaines, ont vu leurs épisodes de sueur nocturne réduits de 50% et leur bouffée de chaleur diminuer de 64%. Pour préparer l'infusion de sauge, versez de l'eau frémissante, pas encore à ébullition complète, sur 5 feuilles de sauge fraîche ou une cuillère à café de sauge séchée, infusez 7 minutes. Filtrez. Pour les bouffées de chaleur aiguë, buvez cette infusion froide. Pour les sueurs nocturnes, prenez-la le soir, 1 heure avant le coucher. Important, ne dépassez pas 2 tasses par jour et faites des pauses régulières, car la sauge contient de la thuyone à dose concentrée. Évitez absolument pendant la grossesse et l'allaitement. Numéro 13. Le pissenlit contre les problèmes de foie et la rétention d'eau. Le pissenlit est l'une de ces plantes que tout le monde arrache de son jardin en maudissant sans réaliser qu'elle vaut son pesant d'or médicinal. Dans la médecine traditionnelle européenne, arabe et chinoise, le pissenlit était considéré comme l'un des grands purificateurs du sang et des régénérateurs hépatiques. Ses feuilles et ses racines sont 2 outils très différents avec des propriétés complémentaires. Les feuilles de pissenlit sont l'un des diurétiques naturels les plus efficaces qui existent, comparables en puissance à certains médicaments diurétiques de synthèse, mais avec une différence fondamentale et cruciale. Contrairement aux diurétiques chimiques qui appauvrissent l'organisme en potassium et nécessitent souvent une supplémentation parallèle, le pissenlit est naturellement très riche en potassium. Il donne et prend en même temps. Les racines de pissenlit contiennent des principes amers comme la taraxacine et la taraxacérine qui stimulent la production et la sécrétion de bile par le foie, facilitant la digestion des graisses, réduisent la surcharge hépatique et soutiennent la régénération des cellules du foie. Pour préparer la décoction de racines, faites bouillir une cuillère à soupe de racines séchées dans 500 ml d'eau pendant 20 minutes. Filtrez et buvez 2 tasses par jour entre les repas. Pour les feuilles, préparez une infusion simple en les versant dans l'eau chaude pendant 10 minutes. Ou mieux encore, ajoutez les jeunes feuilles fraîches de printemps directement dans des salades, avec un peu de citron et d'huile d'olive. Leur amertume est leur signature nutritionnelle. Numéro 14. L'achillée millefeuille contre les plaies, les hémorragies et les règles abondantes. Nous voici au remède numéro 14, le remède des guerriers romains dont je vous avais parlé. L'achillée millefeuille tire son nom latin, Achillea millefolium, directement de la mythologie grecque. La légende dit qu'Achille apprit de Chiron le centaure à utiliser cette plante pour soigner les blessures de guerre de ses soldats. Et pendant des millénaires, les champs de bataille ont donné raison à ce mythe. Des témoignages historiques confirment l'utilisation de l'achillée par les soldats romains, vikings, médiévaux et même pendant la Première Guerre mondiale, par les médecins de campagne à court d'antiseptiques. Ce n'est pas du folklore. L'achillée contient de l'achilléine, un alcaloïde qui accélère réellement la coagulation sanguine, de l'azulène issu de son huile essentielle qui est anti-inflammatoire, des tanins astringents qui contractent les tissus blessés et des flavonoïdes antibactériens qui protègent la plaie de l'infection. Pour une plaie superficielle propre en pleine nature, froissez fortement quelques feuilles fraîches d'achillée entre vos doigts pour libérer le jus vert et appliquez directement sur la blessure en maintenant une pression. Le saignement s'arrête souvent en moins de 2 minutes. Pour les règles abondantes ou douloureuses, préparez une infusion avec une cuillère à café d'achillée séchée dans une tasse d'eau bouillante. Infusez 10 minutes et buvez 2 à 3 tasses par jour pendant les règles. L'achillée est aussi régulatrice du cycle menstruel quand elle est prise régulièrement entre les règles. Numéro 15. La mélisse contre les virus de la famille herpès et les palpitations nerveuses. La mélisse est une plante douce au parfum citronné qui cache une puissance antivirale scientifiquement surprenante. Elle est cultivée médicinalement depuis au moins 2000 ans dans tout le bassin méditerranéen.
le médecin et botaniste Paracels la considérait comme capable de redonner la vie. Ses feuilles contiennent de l'acide rosmarinique et plusieurs familles de polyphénols qui ont montré une activité inhibitrice directe contre le virus de l'herpes simplex de type 1 et de type 2, le même virus responsable des boutons de fièvre labiaux et génitaux. Un mécanisme d'action identifié est que ces composés empêchent l'attachement du virus aux cellules hôtes, bloquant ainsi la première étape de l'infection virale. Une étude publiée dans Phytomédecine a montré que l'application d'une crème à la mélisse standardisée sur les lésions herpétiques labiales actives réduisait le temps de guérison et prolongeait significativement les intervalles entre les récidives. Pour usage topique contre le bouton de fièvre naissant, préparez un thé très concentré de mélisse fraîche ou séchée, laissez refroidir complètement et appliquez avec un coton propre sur la zone affectée plusieurs fois par jour dès les premiers picotements. Pour usage interne contre le stress et les palpitations nerveuses, combinez la mélisse à la passiflore. Une cuillère à café de chaque plante séchée. Infusez ensemble dans une tasse d'eau bouillante pendant 10 minutes. Cette association est l'une des plus reconnues en phytothérapie européenne pour les états de suractivation nerveuse cardiaque. Numéro 16. Le sureau noir contre les virus de la grippe et les infections saisonnières. Le sureau noir est l'une des plantes antivirales les mieux documentées et les plus puissantes qui existent. Et pourtant, il pousse à l'état sauvage dans presque toutes les haies d'Europe. Ces baies profondes de couleur bleu-noir contiennent des flavonoïdes appelés anthocyanes et des protéines spécifiques de liaison virale qui semblent désactiver directement les virus grippaux en se fixant à leurs protéines de surface et en empêchant leur fusion avec les membranes cellulaires. Une étude israélienne randomisée en double aveugle publiée dans Current Therapeutic Research a montré que les patients grippaux traités au sirop de sureau guérissaient en moyenne 4 jours plus tôt que ceux sous placebo. Une autre étude publiée dans Nutrient a montré que les voyageurs aériens prenant du sureau avant et pendant un long trajet en avion avaient une durée de rhume 2 jours plus courte et des symptômes mesurés par questionnaire clinique comme moins sévères. Pour préparer le sirop de sureau maison, faites mijoter 400 g de baies de sureau fraîches ou surgelées avec 500 ml d'eau, une cuillère à café de gingembre fraîchement râpé, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre et 5 clous de girofle entiers pendant 45 minutes à couvert. Écrasez les baies avec le dos d'une cuillère, filtrez soigneusement avec une passoire fine, laissez refroidir à 40 degrés maximum, puis incorporez 250 g de miel brut non chauffé. Transvasez dans un bocal en verre stérilisé. Prenez une cuillère à soupe par jour en prévention hivernale et une cuillère toutes les 3 heures lors d'une infection active. Attention importante! Ne consommez jamais des baies de sureau crues et non mûres, car elles contiennent de la sambunigrine, un composé cyanogène. Numéro 17. L'ashwagandha contre le stress chronique, l'épuisement surrénal et le déséquilibre hormonal. L'ashwagandha est la reine des adaptogènes. Un adaptogène est une plante qui aide le corps à mieux résister aux facteurs de stress de toute nature, physique, émotionnel, thermique, chimique. L'ashwagandha, ou Withania somnifera, est utilisée depuis plus de 3000 ans comme pilier de la médecine ayurvédique, dans les formulations de tonification et de longévité que les Indiens anciens donnaient aux jeunes enfants maladifs, aux guerriers en récupération et aux anciens dont les forces déclinaient. Ces withanolides, une famille de stéroïdes végétaux spécifiques à cette plante, modulent l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, le système qui contrôle la production de cortisol. Quand le stress est chronique, cet axe reste en hyperactivité permanente et le cortisol reste constamment élevé, ce qui érode peu à peu la santé immunitaire, le sommeil, les niveaux de testostérone, la sensibilité à l'insuline et la santé thyroïdienne. L'ashwagandha aide à normaliser cet axe. Une méta-analyse publiée dans Médecine a compilé 5 essais cliniques contrôlés et conclut que l'ashwagandha
réduisait significativement les niveaux de cortisol salivaire mesurés, améliorait les scores de qualité du sommeil, diminuait les scores d'anxiété validés cliniquement et augmentait les niveaux de testostérone chez les hommes de 15%. Prenez 300 à 600 mg d'extrait de racine standardisé en gélule ou préparez la préparation traditionnelle de lait d'ashwagandha. Faites bouillir une cuillère à café de poudre de racine dans du lait végétal pendant 15 minutes, ajoutez une pincée de cardamome et du miel. Les effets se ressentent généralement après 4 à 6 semaines de prise régulière. Numéro 18. Le plantain lancéolé contre les allergies respiratoires et les infections urinaires. Pas le fruit tropical des Caraïbes. Le plantain dont je parle est cette petite plante discrète avec de longues feuilles nervurées parallèles qui poussent partout dans les prairies, les jardins et les trottoirs, que les jardiniers arrachent machinalement. C'est l'une des plantes médicinales les plus injustement méprisées en Europe. Le plantain lancéolé contient de l'ocubine, un iridoïde glycoside aux propriétés anti-inflammatoires et anti-allergiques, ainsi que des mucilages qui forment un film protecteur sur les muqueuses irritées, qu'il s'agisse des voies respiratoires, des voies urinaires ou de la muqueuse intestinale. Pour les rhinites allergiques saisonnières et les toux sèches allergiques, préparez une infusion avec 2 cuillères à café de feuilles séchées de plantain lancéolé pour une tasse d'eau bouillante, infusez 10 minutes fermées, filtrez et buvez 3 fois par jour pendant la saison allergique. Pour les cystites légères et infections urinaires récurrentes, combinez le plantain à la busserole dans une proportion de 70% plantain et 30% busserole. Préparez une décoction en faisant bouillir ce mélange pendant 15 minutes dans 1 litre d'eau et buvez 2 à 3 tasses par jour en buvant au minimum 2 litres d'eau totale dans la journée. La busserole contient de l'arbutine qui se transforme en hydroquinone dans les urines et exerce une action antibactérienne ciblée. Pour les allergies cutanées et les démangeaisons, appliquez des feuilles de plantain fraîches froissées directement sur les zones irritées. Le soulagement est souvent immédiat. Numéro 19. La berbérine du berbéris contre le diabète de type 2 et la résistance à l'insuline. Voici le remède numéro 19, celui que j'ai mentionné dans l'introduction. La berbérine est un alcaloïde d'un jaune vif caractéristique présent dans plusieurs plantes médicinales, dont le Berberis vulgaris, l'épine vinette qui pousse dans les haies européennes, l'hydraste du Canada, ou Golden Seal, la coptide de Chine et la chélidoine. Ce composé végétal est l'un des mieux étudiés dans toute l'histoire de la phytothérapie moderne, avec plus de 3000 études publiées dans les bases de données médicales et plusieurs dizaines d'essais cliniques rigoureux sur des patients diabétiques de type 2. L'essai clinique le plus cité est une étude randomisée contrôlée publiée dans la revue Métabolisme qui a comparé la berbérine à la metformine pendant 3 mois sur des patients diabétiques de type 2. Résultat, les 2 traitements ont réduit les niveaux d'HbA1c de manière comparable, ont abaissé la glycémie à jeun de façon similaire, et la berbérine a également montré une meilleure capacité à réduire les triglycérides de 35% et le cholestérol LDL de 25%, ce que la metformine ne fait pas aussi efficacement. La berbérine active une enzyme appelée AMPK, l'AMP Activated Protein Kinase, surnommé l'interrupteur métabolique maître du corps, qui améliore la sensibilité à l'insuline des cellules musculaires, réduit la production de glucose par le foie, ralentit l'absorption intestinale des sucres et modifie positivement la composition du microbiome intestinal. Prenez 500 mg d'extrait de berbérine standardisé 2 à 3 fois par jour avec les repas. Si vous êtes sous traitement antidiabétique ou hypoglycémiant, consultez absolument votre médecin avant d'utiliser la berbérine, car l'association peut abaisser la glycémie trop fortement et nécessiter une adaptation des doses. Numéro 20. Le millepertuis contre la dépression légère à modérée. Nous arrivons au numéro 20, et je l'ai gardé pour la fin
parce que c'est peut-être la plante médicinale dont les preuves scientifiques sont les plus robustes et les plus impressionnantes de toute cette liste. Le millepertuis, Hypericum perforatum, est utilisé comme régulateur de l'humeur depuis l'Antiquité grecque et romaine. Hippocrate lui-même le mentionnait pour les mélancolies. Les moines médiévaux l'appelaient fuga daemonum, la fuite des démons. Son nom vernaculaire vient des petites taches translucides, visibles sur ses feuilles, quand on les tient contre la lumière, qui ressemblent à de minuscules perforations. Ce sont en réalité des poches d'huile essentielle concentrée. En Allemagne, pays où la médecine par les plantes est intégrée dans le système de santé conventionnel, le millepertuis est le traitement le plus prescrit pour la dépression légère à modérée, devant tous les antidépresseurs pharmaceutiques confondus. Une méta-analyse publiée dans le British Medical Journal, l'une des revues médicales les plus rigoureuses au monde, comprenant 27 essais cliniques randomisés et 2291 patients, a conclu que le millepertuis était statistiquement aussi efficace que les antidépresseurs conventionnels de synthèse pour les dépressions légères à modérées, avec un profil d'effets secondaires significativement meilleur. Moins de nausées, moins de dysfonctions sexuelles, moins de troubles du sommeil. Ces principes actifs principaux, l'hyperforine et l'hypericine, agissent en inhibant simultanément la recapture de la sérotonine, de la dopamine et de la noradrénaline, 3 neurotransmetteurs clés de l'humeur et de la motivation. C'est une triple action que peu de médicaments pharmaceutiques possèdent. Prenez 300 mg d'extrait standardisé titré à 0,3% d'hypericine minimum 3 fois par jour pendant au moins 6 semaines avant d'évaluer les effets. 2 mises en garde majeures et non négociables. Premièrement, le millepertuis est un puissant inducteur enzymatique qui peut réduire l'efficacité de nombreux médicaments, dont les contraceptifs oraux, les anticoagulants, les antiviraux contre le VIH et les immunosuppresseurs. Deuxièmement, ne l'associez jamais à un antidépresseur de synthèse sans supervision médicale stricte, car le risque de syndrome sérotoninergique est réel et potentiellement grave. Voilà, 20 remèdes de plantes, 20 recettes que vos arrière-grand-mères auraient reconnues et que les laboratoires du monde entier passent des décennies et des milliards à essayer de synthétiser chimiquement. Avant de partir, je veux vous dire quelque chose d'important que beaucoup de vidéos sur les remèdes naturels n'ont pas le courage de dire. Ces plantes sont puissantes, pas inoffensives, puissantes. Ce sont des substances biologiquement actives qui interagissent avec votre chimie corporelle, vos médicaments et vos conditions de santé existantes. La plupart sont extraordinairement sûres quand elles sont utilisées correctement, aux bonnes doses et par des personnes sans contre-indication spécifique. Mais certaines, comme le millepertuis, peuvent interagir dangereusement avec des médicaments. D'autres, comme la sauge à haute dose prolongée ou les baies de sureau cru, ont des limites précises à respecter. Ces plantes ne remplacent pas le diagnostic médical. Elles ne remplacent pas le traitement d'une maladie sérieuse. Ce qu'elles offrent, c'est une troisième voie, entre ne rien faire et prendre immédiatement un médicament chimique pour chaque inconfort de la vie quotidienne. Une voie douce, économique, souvent très efficace pour les déséquilibres courants, inflammation de fond, insomnie légère à modérée, stress quotidien, infections saisonnières bénignes, douleurs digestives récurrentes. Pour tout ça, la nature a des réponses qui existent depuis bien plus longtemps que la pharmacie du coin. Utilisez-les avec sagesse, avec curiosité et avec respect pour les signaux que votre corps vous envoie. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, partagez-la avec quelqu'un dans votre entourage qui en a besoin. Et si vous voulez que je prépare une deuxième partie avec 20 autres remèdes de plantes, commentez partie 2 juste en dessous de cette vidéo. Je surveille les commentaires et si vous êtes nombreux à répondre, la partie 2 sera en ligne dans 2 semaines. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je voudrais vous partager une dernière réflexion.
Il y a quelque chose de profondément ironique dans le fait que la médecine moderne, qui a fait des avancées extraordinaires dans le traitement des maladies graves, ait simultanément perdu le fil de ses connaissances élémentaires. Nous vivons dans une époque où les gens souffrent d'inflammation chronique sans jamais prendre de curcuma, où des millions de personnes prennent des somnifères chimiques chaque nuit sans jamais avoir essayé la valériane ou la mélisse, où des antibiotiques sont prescrits pour des infections virales que l'échinacée et l'ail auraient pu prévenir. Ce n'est pas une question de choisir entre la médecine moderne et les plantes. Ce n'est pas un combat. C'est une question de retrouver ce que nous avons laissé tomber. Nos arrière-grand-mères ne choisissaient pas entre la pharmacie et le jardin. Elles utilisaient les deux avec discernement, selon la gravité et la nature de chaque problème. Une entorse, de l'arnica, une grippe sévère avec complications, le médecin, une toux persistante après un rhume, du thym et du miel, une dépression légère liée à un hiver long et sombre, du millepertuis. Cette sagesse pragmatique de discernement est peut-être ce que nous avons le plus perdu. Et c'est exactement ce que ces 20 remèdes essaient de vous redonner. Non pas une idéologie, mais un outil supplémentaire dans votre boîte à pharmacie personnelle. Un outil qui coûte presque rien, que vous pouvez préparer vous-même, qui ne crée pas de dépendance, qui n'a pas de liste interminable d'effets secondaires sur la notice, et dont l'efficacité pour les usages appropriés est documentée sur des siècles d'observations humaines et de plus en plus sur des dizaines d'années de recherche scientifique. Voici mes 5 recommandations de départ, si vous voulez commencer à intégrer ces plantes dans votre vie quotidienne. Commencez simple. Choisissez 2 ou 3 plantes de cette liste qui correspondent à vos besoins les plus immédiats. Si vous avez du mal à dormir, valériane ou camomille. Si vous avez des douleurs articulaires, curcuma avec poivre. Si vous attrapez des rhumes à répétition, échinacée et sureau. Cultivez une herboristerie de cuisine de base. Achetez ou cultivez du gingembre, du romarin, du thym, de la menthe et de la sauge. Ces 5 plantes seules couvrent une gamme impressionnante de besoins courants. Apprenez à faire vos propres préparations. Une infusion, une décoction, un sirop maison. Ce ne sont pas des techniques complexes. Elles nécessitent de l'eau, du feu, du temps et un peu d'attention. Tenez un journal de vos expériences. Notez ce que vous avez pris, la dose, la durée et ce que vous avez ressenti. Non seulement pour affiner votre propre protocole, mais parce que vous devenez ainsi vous-même un observateur de ce que la plante fait à votre corps spécifique. Et 5e, partagez. Ces connaissances ont été transmises de main en main, de générations en générations, parce que des gens comme vous les ont partagées. Dans un monde où les algorithmes et les marques pharmaceutiques dominent l'information sur la santé, partager une recette de sirop de sureau avec un voisin ou expliquer à un ami comment préparer le lait d'or est un acte de préservation culturelle. Ces plantes appartiennent à tout le monde. Leur sagesse aussi. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et à bientôt pour la partie 2. Et pour terminer sur une note qui donne à réfléchir, saviez-vous que 25% des médicaments actuellement utilisés en médecine conventionnelle sont dérivés de composés d'abord découverts dans des plantes? L'aspirine vient de l'écorce de saule. La morphine vient du pavot. La quinine qui combat le paludisme vient de l'écorce de quinquina. La digitale utilisée pour les maladies cardiaques vient de la digitaline. La vincristine, qui traite certains cancers, vient de la pervenche de Madagascar. La taxol contre le cancer du sein vient de l'if du Pacifique. Les médecins et biochimistes qui ont développé ces médicaments n'ont pas inventé leurs effets thérapeutiques. Ils ont découvert et isolé ce que des communautés humaines observaient, utilisaient et transmettaient depuis des siècles. Le jardin et le laboratoire ne sont pas en opposition. L'un a toujours été l'inspiration et le point de départ de l'autre.
Ce que nous savons des plantes aujourd'hui n'est que la surface de ce qu'elles contiennent. Des milliers de composés végétaux restent non étudiés, non isolés, non compris. C'est l'une des frontières scientifiques les plus prometteuses du XXIe siècle. La pharmacognosie, c'est-à-dire l'étude des médicaments d'origine naturelle. Et les plantes médicinales de cette liste sont parmi les candidates les plus étudiées et les mieux documentées de ce champ scientifique en pleine expansion. Alors non, choisir le gingembre ou la camomille, ce n'est pas tourner le dos à la science. C'est au contraire s'appuyer sur des milliers d'années d'observation empirique et sur des décennies de validation expérimentale. C'est faire confiance à la fois à nos ancêtres et aux chercheurs qui ont vérifié leur travail. Et c'est une position à la fois humble, pragmatique et profondément rationnelle. La nature ne nous a pas tout donné pour rien. Elle nous a donné ces plantes, ces molécules extraordinairement complexes que des milliards d'années d'évolution ont perfectionnées. Notre rôle est d'apprendre à les utiliser, correctement, avec discernement, avec respect, et c'est exactement ce que nous allons continuer à faire dans les prochaines vidéos. Merci d'être là. Prenez soin de vous, et à très bientôt. Avant de cliquer sur une autre vidéo, faites juste une chose. Scrollez jusqu'aux commentaires et dites-moi quelle plante de cette liste vous a le plus surpris, ou quelle plante vous utilisez déjà depuis longtemps et que vous voulez que j'approfondisse dans une vidéo entière dédiée. Parce que cette chaîne n'existe pas pour vous donner des informations passives. Elle existe pour créer une communauté de personnes qui prennent leur santé en main, qui savent ce qu'elles mettent dans leur corps, qui comprennent d'où vient la guérison et qui veulent transmettre cette sagesse à leurs enfants et petits-enfants. Si c'est votre vision aussi, vous êtes à la bonne place. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier aujourd'hui. Parce que la santé ne devrait jamais être un privilège. Elle devrait être accessible à tous, simple, naturelle et ancrée dans ce que la Terre nous offre depuis toujours. À très bientôt. Un dernier mot sur comment aborder ces remèdes si vous êtes totalement nouveau dans le monde des plantes médicinales. La première erreur que font la plupart des débutants est de vouloir tout essayer en même temps. Résistez à cette tentation. Introduisez une nouvelle plante à la fois, attendez 2 à 3 semaines, observez, puis passez à la suivante. Cela vous permet de savoir avec précision quelle plante produit quel effet sur votre corps et de détecter rapidement si une plante ne vous convient pas. La deuxième erreur est d'attendre un symptôme pour commencer. Certaines plantes fonctionnent en prévention et en renforcement de fond, pas seulement en traitement aigu. Le gingembre, l'ashwagandha, le curcuma, le romarin et le pissenlit sont des plantes de fond quotidiens. L'échinacée, le sureau et le thym sont des plantes de crise. La camomille, la mélisse et la valériane sont des plantes de soutien nerveux. Apprenez à distinguer ces catégories et votre pharmacie végétale deviendra beaucoup plus efficace. Et la troisième chose à retenir, la qualité compte. Pas toutes les tisanes vendues en grande surface sont créées égales. Préférez les plantes biologiques, entières ou en vrac. Achetez en herboristerie ou cultivez vous-même. Les extraits standardisés en gélules pour les plantes comme l'ashwagandha, le millepertuis ou la berbérine sont préférables aux préparations vaguement dosées. La phytothérapie efficace commence par des plantes de qualité, bien conservées et correctement préparées. Voilà. Maintenant, vous avez les clés. 20 plantes, 20 recettes, des siècles de sagesse, des décennies de science et une conviction profonde que votre corps, quand on lui donne ce dont il a besoin, sait comment guérir.